Gauguin, un des premiers artistes à s'intéresser à l'art primitif, souhaite retrouver à Tahiti l'enfance de l'humanité. Mais ces paysages, d'une luxuriance paradisiaque, et ces vainés au charme lascif cachent une œuvre superbement douloureuse. L'Éden tropical que Gauguin pensait avoir trouvé est déjà contaminé par la civilisation occidentale. Le peintre finira ses jours en proie à une profonde dépression. Cette esquisse, d'un petit format sur carton, est un des tableaux majeurs d'Henri Matisse. Ce peintre, graveur et sculpteur français a bousculé les codes de la peinture. Après un séjour en Corse, en août 1888, Matisse se rend dans le sud de la France en compagnie de son épouse. Le peintre est subjugué par l'intensité de la lumière solaire de cette région et son influence sur les couleurs. Matisse revisite radicalement sa palette, ses compositions sont simplifiées. Il tend vers ce qu'il appelle un art d'équilibre, d'épure et de tranquillité, dit-il. Sous ses pinceaux, le fauvisme commence à voir le jour. André Derain est avec Henri Matisse le plus grand représentant du fauvisme. Au début du XXe siècle, les fauves créent un nouveau style pictural qui ouvre la voie à l'art moderne. Les fauves se détachent de tout réalisme. Leurs dessins sont simplifiés, les couleurs sont pures et éclatantes. En 1906, le peintre découvre Londres, encouragé par Ambroise Vollard, son célèbre marchand, qui lui commande une série de toiles. En joignant la technique du divisionnisme ou pointillisme à des couleurs violentes et expressives, du bleu pour le pont de Waterloo, du jaune et du rouge pour le ciel londonien, Derain donne une vision fauve des rives de la Tamise. Né aux Pays-Bas, Kees van Dongen présente dès son enfance de réelles dispositions pour le dessin. Arrivé à Paris, il partage la vie de bohème des peintres montmartrois regroupés autour du jeune Picasso. Son coup de crayon lui vaut de gagner quelques sous en faisant des illustrations pour des revues satiriques. Aidé par sa renommée grandissante et son physique de séducteur, Van Dongen devient une des figures du Montparnasse. Il trace ici le portrait d'une autre légende du Paris des années folles, Kiki de Montparnasse, muse et amante de nombreux artistes. Installé dans les beaux quartiers, Van Dongen deviendra le portraitiste du tout Paris mondain. Émile Bernard est un peintre français connu pour avoir développé un nouveau style pictural, le cloisonnisme. Ce style de peinture se caractérise par des aplats de couleurs avec des contours nettement marqués, à l'exemple des vitraux et des émaux médiévaux. Son tableau, Femme au bain, est représentatif du cloisonnisme. Il rend également un hommage aux grandes baigneuses de Paul Cézanne, qui influencent fortement son travail. Déçu par l'ambiance des ateliers parisiens, où il suit ses premiers cours, Paul Cézanne quitte Paris.
il ne supporte plus les rivalités entre les partisans des différents mouvements artistiques qui se font jour. C'est dans le sud de la France, dans sa ville natale d'Aix-en-Provence et les alentours, que le peintre crée le meilleur de son œuvre. Il prend pour modèle les gens simples de sa région. Là, son jardinier, sans doute inspiré par le bleu de sa blouse, sa couleur de prédilection. Cette toile date des dernières années de la vie du peintre. Son style est affirmé par une composition architecturale où la couleur contient le dessin. Cézanne ouvre les voies de l'art moderne. Franz Marc est l'un des piliers de l'expressionnisme allemand. En 1911, il fonde avec Wassily Kandinsky, Auguste Macke et un groupe de jeunes artistes Der Blaue Reiter, le Cavalier Bleu. Ce mouvement participe à l'un des virages majeurs de l'histoire de l'art. Dans ce tableau, Le Rêve, Franz Marc s'efforce de représenter la force vitale de la nature et une forme d'harmonie entre le monde humain et animal. La vie du peintre ne sera malheureusement pas à l'image harmonieuse de sa peinture. Porté volontaire dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale, Franz Marc est blessé par un éclat d'obus et meurt à 36 ans. Autre membre actif du Blaue Reiter, Auguste Macke est un artiste clé de l'avant-garde expressionniste allemande. Marqué dans un premier temps par les recherches de Cézanne et du fauvisme, Macke donne la primauté à la couleur. « Je mets tout mon salut dans la recherche de la couleur pure », dit-il. Cette toile, montrant une charge de hussards au galop, illustre les recherches picturales du peintre, préoccupé essentiellement du mouvement et de la persistance de l'image rétinienne. Né à Leipzig en 1884, et mort à New York en 1950, Max Beckmann a traversé les tragédies qui ont bouleversé le monde. Engagé volontaire dans l'armée allemande lors de la Première Guerre mondiale en 1915, Beckmann subit plus tard la montée du nazisme. Il connaîtra l'exil, puis l'émigration aux États-Unis. Peintre de la réalité sociale, Beckmann s'autorise également des moments plus apaisés, comme en témoigne cette nature morte aux roses jaunes. Beckmann adoucit son trait incisif dans ce portrait énamouré de sa seconde épouse, la séduisante Kwapi. Le peintre renforce la modernité de la jeune femme en la montrant fumant une cigarette. Né en Allemagne, en Bavière en 1880, le peintre, graveur et sculpteur Ernst Ludwig Kirchner est l'un des principaux animateurs du mouvement expressionniste allemand Die Brücke, le pont, un groupe de jeunes peintres en rupture violente avec les traditions académiques. Les représentations du visage humain et du nu féminin sont les thèmes de prédilection de Kirchner. On décèle dans ses portraits
son intérêt pour l'art primitif et les sculptures africaines. Son travail se rapproche également de la période précubiste de Picasso. En 1937, ces nus, jugés d'art dégénéré par les nazis, sont détruits. Souffrant d'un état dépressif, Ernst Kirchner se suicide à 42 ans. Poussé par son narcissisme ou sa schizophrénie, le peintre, poète et dessinateur autrichien Egon Schiele s'est souvent représenté dans diverses attitudes. Ce paysage pourrait également être une sorte d'autoportrait. Cette vue de maison au bord de la rivière a été peinte à Krumau, une petite ville de Bohême, où Schiele allait se réfugier pour fuir l'agitation de Vienne. Certains historiens d'art ont vu dans ce paysage sans perspective et sans présence humaine une métaphore du caractère mélancolique de l'artiste et de sa fascination pour la mort. Le peintre norvégien Edvard Munch est l'un des pionniers de l'expressionnisme. Confronté très jeune à la maladie et à la mort, avec le décès de sa mère et de l'une de ses sœurs, Munch souffre de mélancolie et de crises hallucinatoires. L'artiste traduit dans ses œuvres l'angoisse et la solitude de l'homme dans le monde contemporain. Le peintre représente ici sa sœur Laura, assise devant sa maison, le regard perdu face au fjord norvégien. J'ai reçu en héritage deux des plus terribles ennemis de l'humanité. La maladie mentale et la mort étaient les anges noirs qui se sont penchés sur mon berceau, disait-il. En 1912, Pablo Picasso et son compagnon de travail poursuivent des recherches communes qui aboutissent au cubisme analytique. Ils décomposent et retranscrivent leur sujet à l'aide de figures géométriques simplifiées, le cube, le triangle et le cercle. Cette toile de Picasso représentant un clarinettiste en est l'exemple parfait. Alternant avec le cubisme, Picasso revient à des compositions classiques. Il est sans doute l'artiste qui a le plus diversifié les choix de ses thèmes. Et à coup sûr, celui qui a le plus évolué dans sa création. Le cirque, dont il est un spectateur assidu, et les personnages de la Commedia dell'arte figurent dans bon nombre de ses toiles. Dans son enfance à Malaga, au sud de l'Espagne, Picasso assiste régulièrement aux corridas initiées par son père. Un spectacle où l'or des matadors se mêle au sang noir des taureaux et la bravoure à la cruauté. Au cœur de ces arènes sanglantes, l'enfant découvre sa fascination pour la mort qu'il représentera jusqu'à ses derniers jours. De même que taureaux et minotaures hantent ses toiles. Ce paysage de Georges Braque, une vue d'un parc aux environs de Paris,
illustre la période cubiste du peintre et ses recherches partagées avec Pablo Picasso. On ressent dans cette architecture géométrique au ton froid et aux larges hachures la forte influence de Cézanne sur Braque. Avec cette femme à la mandoline, l'artiste revient à la représentation de la figure humaine en appliquant strictement les codes du cubisme. Parfois, Braque et Picasso, pris au jeu de leurs recherches, s'amusent à échanger leurs signatures sur une toile cubiste pour voir qui saura reconnaître la patte de l'un ou de l'autre. Au début des années 30, le peintre est dans la plénitude de son art. D'un caractère solitaire, Georges Braque, resté souvent dans l'ombre de Picasso, gagne en reconnaissance au fil du temps. Il a été l'un des rares peintres à être exposé au musée du Louvre à Paris, de son vivant. À sa mort, en 1963, il recevra les funérailles nationales. L'unique différence entre un fou et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou, se plaisait à proclamer le génial peintre catalan Salvador Dalí. Le titre de ce tableau, Rêve provoqué par le vol d'une abeille autour d'une grenade une seconde avant de se réveiller, peint en 1944, en dit long sur le rapport du maître du surréalisme avec la psychanalyse freudienne. Gala, l'épouse du peintre, rêvant nue sur un rocher, représente la partie réelle de la scène. Autour, des éléments semblent donner quelques clés. Une grenade, symbole de la résurrection, une abeille, symbole de la Vierge Marie, et son dard en forme de baïonnette, prête à piquer et réveiller la belle endormie. Libre à chacun de continuer l'analyse et de s'initier plus avant à la célèbre méthode critique paranoïaque dalinienne, selon laquelle une libre association d'images doit acheminer une pensée inconsciente vers la conscience. Entre 1900 et 1908, le peintre russe et grand théoricien Vassili Kandinsky entreprend des voyages dans différents pays européens. Il séjourne en Bavière, en Allemagne, séduit par le cadre pittoresque et le côté paisible de la ville de Murnau. Dans ce tableau, Kandinsky représente une scène de procession devant l'église Saint-Ludwig à Munich. Kandinsky, qui deviendra le père de la peinture abstraite, est encore sous l'influence du fauvisme découvert lors de ses séjours à Paris. Il s'inspire également de la technique du divisionnisme ou pointillisme expérimentée par le peintre français Georges Seurat. Né en Suisse et de nationalité allemande, Paul Klee est salué comme l'un des grands créateurs et théoriciens du XXe siècle. La diversité et l'originalité de ses œuvres l'écartent de toute appartenance à un mouvement. Klee compose avec une grande liberté de traits et de moyens techniques. Son travail aura une influence stimulante sur les peintres abstraits, particulièrement sur le peintre américain Mark Rothko, un des maîtres de l'abstraction.
Né aux Pays-Bas en 1872, Piet Mondrian reçoit une éducation classique à l'Académie royale des beaux-arts d'Amsterdam. Lors d'un séjour à Paris, il découvre le cubisme. Sa peinture se transforme. Mondrian s'éloigne des représentations figuratives pour tendre vers une structure fondamentale des formes. Plasticien rigoriste, il ne tracera plus de courbes. En 1940, exilé à New York, le peintre traduit sur ses toiles le dynamisme de la ville et le quadrillage de ses avenues aux lumières électriques. Mondrian superpose sur une surface blanche un tressage de rubans adhésifs et il les déplace au gré de sa composition avant de peindre. Son œuvre est également sous l'influence des rythmes syncopés du jazz que le peintre vient de découvrir. Né près de New York en 1882, Edward Hopper est considéré comme le chantre du naturalisme. Le peintre, témoin d'une Amérique en pleine mutation, s'attache à dépeindre le quotidien d'une classe moyenne. Ces personnages sont souvent saisis dans leur solitude, dans leur silence intérieur. Ici, une femme au visage caché s'applique à sa tâche sur une machine, devant une fenêtre fermée, alors qu'il fait si beau dehors. Hopper décrit un monde moderne en s'inspirant des compositions de l'école hollandaise, en particulier des sources de lumière dans les toiles de Vermeer. C'est une autre vision de New York que nous propose Georgia O'Keeffe, une des personnalités les plus attachantes de l'avant-garde américaine. Il ne faut pas peindre la ville de New York telle qu'elle est, mais telle qu'on la ressent, dit-elle. Le travail de Georgia O'Keeffe, épouse du photographe et marchand d'art Alfred Stieglitz, se distingue par une curieuse association de réalisme, de symbolisme et d'abstraction. Le nom de Georgia O'Keeffe figure au National Women's Hall of Fame qui honore les citoyennes américaines qui se sont illustrées dans les domaines des arts, des sciences et de la politique. Au début des années 50, des artistes américains reprennent la primauté sur les artistes européens du monde de l'art. Jackson Pollock, originaire du Wyoming et installé à New York, est le plus célèbre et le plus radical d'entre eux. De temps en temps, un peintre doit détruire la peinture. Cézanne l'a fait, Picasso l'a fait, Jackson Pollock l'a fait, a dit le peintre Willem de Kooning, autre grand maître de l'expressionnisme abstrait. Avec Pollock, les chevalets sont jetés au feu et les pinceaux par-dessus les moulins. En versant directement son pot de peinture sur une toile posée au sol, Pollock invente la technique du dripping, du goutte à goutte. Son geste dérivé du surréalisme sera qualifié d'action painting. Peintre d'origine néerlandaise, né en 1904 et naturalisé américain en 1915, Willem de Kooning exécute ses premiers travaux sous l'influence de peintres européens comme Picasso, Miro, Soutine ou Matisse. Cette toile de 1950, justement intitulée Abstraction,
marque l'affirmation de l'artiste pour un style plus personnel. Figure de l'avant-garde new-yorkaise, Willem de Kooning se concentre dès lors sur la force du geste et la primauté accordée aux couleurs. Je ne travaille pas avec une idée de perfection, mais pour voir jusqu'où je peux aller sans aucune contrainte, dit-il. Figure majeure de l'expressionnisme abstrait, Mark Rothko appartient à une génération d'artistes américains qui a complètement révolutionné les codes picturaux. Le travail de Rothko se caractérise par une attention rigoureuse à des compositions formelles de plus en plus simplifiées et à des contrastes de couleurs quasiment hypnotiques. Rothko concevait son travail comme une expérience consommée entre l'image et le spectateur. Rien ne devrait se tenir entre ma peinture et le spectateur, disait-il. Dans les années 60, le New-Yorkais Roy Lichtenstein invente un nouveau langage artistique en s'inspirant de l'imagerie populaire de son époque comme les bandes dessinées. Avec cette jeune femme dans sa baignoire, au sourire aguicheur, le peintre présente une héroïne moderne en reprenant le thème classique de la Vénus au bain. Il utilise la technique d'impression tramée par des lignes de points de la bande dessinée et un chromatisme élémentaire de couleurs primaires, bleu, jaune et rouge. Ce procédé sera une des bases du mouvement pop art. Né au Texas en 1925, Robert Rauschenberg est un artiste plasticien américain du mouvement néo-dada et l'un des précurseurs du pop art. Avec cette œuvre intitulée Express, Rauschenberg a été le premier artiste américain à recevoir le premier prix de la prestigieuse Biennale de Venise en 1964. Rauschenberg s'est imposé sur le marché de l'art par sa série Les Combine Paintings. Ce sont des œuvres hybrides associant à la peinture l'assemblage d'éléments divers prélevés au réel du quotidien, comme des déchets de la société de consommation. Les photos de danseurs sont un hommage à son meilleur ami, le chorégraphe américain Merce Cunningham. Tom Wesselmann est un des principaux représentants du pop art, ce courant qui a dominé la scène artistique américaine au début des années 60. L'artiste s'est d'abord fait remarquer dans les années 50, pendant la guerre de Corée, par une série de bandes dessinées où il critiquait la vie militaire. Le nu féminin deviendra son sujet de prédilection. En 1961, il réalise de nombreux collages autour de ce sujet. Il prolongera ce travail par une série de peintures intitulée « Grands nus américains », à l'exemple de ce tableau. Ce nu dépersonnalisé se veut une allégorie du corps féminin exposé en sexe symbole. Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza, le fondateur du musée, est l'héritier de l'empire industriel de la famille Thyssen-Bornemisza, dont la collection d'œuvres d'art est considérée comme la plus importante au monde après celle de la couronne royale anglaise.
C'est en juillet 1981 que le baron se rend dans l'atelier londonien du peintre Lucian Freud, à qui il commande un portrait. Petit-fils du célèbre psychanalyste Sigmund Freud, le peintre a coutume d'installer son modèle au plus près de son chevalet pour saisir sa personnalité dans ses moindres détails. Au cours d'interminables séances de pose, les deux hommes vont lier une profonde amitié. Dans ce deuxième portrait du baron, en hommage à sa passion pour la peinture, le peintre place dans le décor un fragment d'un célèbre tableau de Watteau exposé dans le musée. La visite du musée Thyssen-Bornemisza offre la découverte d'un véritable trésor artistique, affichant tout le savoir-faire des plus grands créateurs de la période classique et contemporaine. Ce musée est un véritable livre d'art qui ravit les amateurs éclairés. Imagine a world where trust is guaranteed, a world without borders, a world in which each and every one of us takes part in the whole. This world is already here, embedded in the blockchain. It is a system enabling each and every one of us to take part in the real, vast, marvelous, ever-changing pattern of human interaction, governed only by ourselves, enabled by a code belonging to all, reflecting all. I'm a woman who was intimidated by the space and didn't feel that there was necessarily a welcome place for me, and now I know that there is one. Chaque année, des millions de visiteurs se donnent rendez-vous pour les Journées du patrimoine afin de visiter des merveilles architecturales fermées au public. Pour l'occasion, Muséum TV se prend au jeu et vous offre un accès simplifié à la culture avec une sélection de documentaires qui sauront combler votre soif de découverte. Profitez des Journées européennes du patrimoine, jeudi à 20 h sur Muséum TV. La prestigieuse Biennale de Venise est dédiée à l'art contemporain. Mais pour cette 57e édition, la France est représentée par une œuvre faite essentiellement de musique. Dans le pavillon national, une centaine de musiciens de différents pays improvisent et enregistrent des morceaux immergés dans une sculpture aux allures constructivistes et cubistes. C'est le Studio Venezia. Celui qui a osé briser ici les frontières entre art visuel et art sonore, c'est Xavier Veillon. Les organisateurs, son équipe et les musiciens ont très bien accueilli cette idée. En revanche, par le milieu de l'art, c'est plus contesté. C'est-à-dire, on se dit, est-ce que c'est vraiment le lieu de laisser tant de place à la musique? Pour moi, c'est une question dépassée. On est plutôt dans un monde où on a séparé. Par exemple, dans la poésie, c'était toujours associé la musique avec la poésie, et c'est la forme moderne de la poésie qui devient une forme littéraire. Donc, il
y a une volonté de renouer avec quelque chose qui a toujours été là quasiment. Mais ce travail de groupe, ce travail de plusieurs corps, comme on trouve à l'opéra par exemple, ou dans le clip vidéo, ça m'intéressait de le réactiver. Le pavillon français de la Biennale de Venise est conçu pour être itinérant. Après l'Italie, il sera monté en Argentine et au Portugal. Au niveau d'une carrière d'artiste aussi, c'est formidable de faire la Biennale de Venise, c'est une forme d'aboutissement, mais après l'aboutissement, qu'est-ce qu'il y a? Et donc pour moi, c'était important qu'il y ait une itinérance à l'exposition pour que justement le concept rebondisse et prenne des formes différentes. Mais cette œuvre de Vaillant ne survivra pas seulement de façon physique. D'abord le temps du moment musical, qui est de la musique qui n'est pas encore écrite, qui n'est pas encore cristallisée, pas encore enregistrée. Et c'est ce moment-là que j'invite les visiteurs de la Biennale à partager. Une fois qu'elle est enregistrée par le studio Venezia, justement, elle commence une nouvelle vie qui est la vie qu'on connaît bien, du data, du numérique et de la diffusion presque illimitée. La démarche de Vaillant semble avoir une composante politique. D'abord, il y a l'actualité qui fait que des choses qui sont dans le champ artistique, le concert de Ariana Grande avec cette tuerie à Manchester, les boîtes de nuit à Orlando, les musées en Belgique, en Égypte, les dessinateurs de Charlie Hebdo, tout ça c'est pas des hasards. Le Bataclan, on attaque le plaisir, on attaque la créativité, on attaque l'art. Je ne vois pas quel est le but, je comprends la déstabilisation, mais il y a quand même une orientation très précise contre un type d'activité. Donc forcément, tout art se trouve attaqué et le fait de continuer de le faire prend une dimension plus politique, sans héroïsme aucun, mais... Et donc effectivement, il y a une dimension politique et il y a aussi une dimension politique quand on voit la démocratie en face du terrorisme ou de la dictature d'ailleurs. Il y a une dimension qui est de continuer à faire des choses sur un mode civilisé, sur un mode doux, sur un mode de l'échange, du respect, de l'attention à ce que fait l'autre. Le croisement de disciplines du pavillon français met aussi en évidence une caractéristique de la production de Vaillant, la diversité. Vaillant fait de la sculpture, de la peinture, des performances, de l'architecture, des arts graphiques, du cinéma, mais même dans cette diversité, l'artiste trouve des lignes directrices qui traversent tout son travail. Le dynamisme, la modernité, l'idée de collaboration, d'implication, de responsabilité du visiteur, du spectateur. Ses œuvres sont présentes dans les rues de Shanghai, Séoul, New York. Ses sculptures ont investi les jardins et le château de Versailles. Toutes ces œuvres, comme l'art en général, constituent de la pensée visuelle, des idées devenues formes. Et c'est cette particularité qui attire Vaillant. Ce qui est intéressant avec l'art, c'est d'être attentif à des idées qui ne sont pas forcément mes idées, qui sont des idées qui sont dans l'air, dans l'environnement. Et après ça, au lieu de les formuler d'une façon littéraire où il y aurait un développement et une pensée, un essai philosophique, quelque chose comme ça, on le synthétise, on synthétise cette idée sous une forme qui enserre les contradictions du réel. C'est-à-dire que tout à coup, on peut avoir un objet cohérent qui est fait avec des choses qui, normalement, devraient être complètement diffractées, explosées, etc. Et en fait, c'est ce que je fais aussi en art, c'est-à-dire souvent des formes artistiques très liées à une forme de classicisme, mais qui est comme mis en contact avec, par exemple, certains logiciels qui permettent de complètement changer les formes et faire évoluer les formes. La collaboration est l'un des concepts clés dans l'œuvre de Vaillant. C'est le cas aussi du pavillon français à Venise. Il y a dans ce travail un côté généreux, mais peut-être pas tant que ça. Il y a une autre dimension aussi qui est une forme d'égoïsme presque. C'est un peu fort à dire, mais parce que en fait, c'est créer une situation qui est une situation rêvée pour moi, par moi. C'est une forme de générosité, mais c'est comme quand on fait à manger pour 10 personnes. C'est très généreux, mais c'est aussi, on choisit du coup ce qu'on va manger et la manière dont c'est préparé. La manière dont l'œuvre de Venise opère sur la réalité peut laisser penser que
Pour Vaillant, l'éternelle question sur le but de l'art n'est ni dépassée, ni dépourvue de sens. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire des choses qui soient tellement inscrites dans la réalité, dans le présent, qu'on comprenne ce lien, même longtemps après. Et c'est à ça que je travaille. Je me dis pas ce mobile que je vais faire va changer la situation des réfugiés. Ça, c'est clair. Mais je me dis, le fait de comprendre, le fait pour une civilisation de pouvoir interagir avec ces objets, c'est déjà le signe de quelque chose de positif. Donc l'art a quand même une fonction non quantifiable, parfois mesurable au fil de dizaines d'années ou de centaines d'années, mais une action capitale. Comme disait Deleuze, une civilisation, c'est l'art, la science et la philosophie. Et c'est vrai, pour moi. Et si vos cheveux ne connaissaient plus de mauvais jours? Elseve Hyaluron Repulp. Sa formule enrichie en acide hyaluronique injecte 10 fois plus d'hydratation pour des cheveux repulpés pendant 72 heures. Elseve Hyaluron Repulp de L'Oréal Paris. Vous le valez bien.